au Niger, et après le Niger, il arrive au Maroc, et ainsi de suite. Je lui dis, ah, mais en réalité, si je comprends bien, c'est le chemin de l'exil. Et sinon, ce n'est pas des voyages de plaisance. Il ne s'agissait pas de voyager pour aller se faire plaisir. On est allé à Dubaï, on est allé aux États-Unis, on est allé à Malibu, ou on est allé au Rwanda, on est allé au Kenya, voir le Kilimandjaro et consorts. Il ne s'agissait pas de ça. Donc, vous étiez en réalité en train de tenter de fuir le pays. Il avoue effectivement qu'il était en train d'essayer de quitter le pays pour trouver fortune ailleurs. Et que s'il a rebroché seulement, c'est parce qu'il n'avait pas les moyens pour payer la traversée et que les conditions de vie étaient trop difficiles. Il a choisi donc de rentrer. Mais il veut comparer le Cameroun au Niger et il dit non, il a vu le Niger, il a vu le Maroc et tout. Je lui dis, mais même le Maroc dont vous parlez déjà, c'est des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous. Nous ne pouvons pas nous comparer à ces pays du Maghreb là parce qu'ils ont un niveau de vie qui est bien plus élevé, une économie qui fonctionne beaucoup mieux. Il y a certainement encore des choses à améliorer là-bas, mais c'est des infrastructures qui sont meilleures, c'est un système de santé qui fonctionne mieux, donc vous ne pouvez même pas vous comparer à eux dans un premier temps. Le jeune dit, bah oui, mais lui, quand même, il trouve que Paul Biya, c'est le meilleur président. Et pendant qu'on est en train d'échanger, il me fait savoir qu'il est rentré au Cameroun il y a 2 ans, et je creuse un tout petit peu, je lui pose la question de savoir dans quelles conditions il vit. Il me dit, bon, il a une femme, il a un enfant, et qu'on sort. Et puis, je lui pose la question de savoir, bon, ok, une femme et un enfant, mais vous vivez comment? C'est quoi? C'est tu as une villa, tu te sens si bien que ça dans le système du Cameroun actuellement? Il ne veut pas répondre. Il tourne autour du pot, il ne veut pas répondre à la question. Je sens qu'il fuit quelque chose d'assez embarrassant et j'insiste donc sur la question. Je dis non, explique-moi, ta vie c'est comment? Tu as quel revenu par mois? Tu as quelle maison pour vivre avec ta famille? Est-ce que tu as l'eau, tu as l'électricité et qu'on sort? Et la chose qui m'a choqué, c'est que au final, le jeune homme avoue que à son âge, plus de 30 ans passés, il vit avec femme et enfant dans une chambre. Je répète, le jeune homme vivait dans une chambre avec sa femme et son enfant. Donc tous les trois vivent dans une seule pièce unique. Je lui pose la question de savoir, mais cher frère, est-ce que tu te rends compte que dans des pays qui sont avancés comme ceux que tu étais en train d'essayer de citer ou ceux vers lesquels tu essayais de te déplacer, sont des endroits dans lesquels on ne peut pas te permettre d'être établi dans une chambre avec 3 personnes. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire qu'il y a une planimétrie, il y a un certain nombre de mètres carrés qu'il faut avoir pour pouvoir vivre dedans avec 3 personnes. Ce n'est pas possible qu'on te délivre des documents de résidence dans une commune, par exemple, si tu viens de déclarer que tu vis dans une seule pièce, pardon, avec 3 personnes. Ce n'est absolument pas possible. On te dira non, la superficie de la maison ne suffit pas pour vivre dans des conditions adéquates. Il faut absolument avoir une maison beaucoup plus grande pour qu'on puisse vous délivrer donc justement un certificat de résidence dans le lieu en question. Le jeune homme, malgré ces remarques-là, signe mordicus et me dit pour lui, il pense que la vie est belle au Cameroun, qu'il gagne à peu près une 50aine de 1000 francs par mois et qu'avec ça, il suffit à vivre, ça suffit pour vivre avec sa femme et son enfant. J'ai été scandalisé, je me suis demandé, mais avec 50 000 francs CFA, le loyer d'une chambre moderne à Douala tourne au minimum au bas mot dans les 30 000 francs CFA, dans les 30 à 40 000 francs. Comment est-ce qu'il fait pour vivre véritablement le mois? Et ce sont justement ces gens-là qui viennent vous dire que le régime en place à Yaoundé est le meilleur des régimes et qu'il n'y a pas mieux que ça, qu'on ne devrait même pas leur demander de partir. Ils vous disent que c'est le meilleur système qui puisse exister. C'est exactement comme ceux qui ont fini le parcours que le jeune homme en question a entrepris, c'est-à-dire ils ont pu bosa comme on dit généralement, et ils arrivent une fois à l'extérieur, comme les Billy Akele et consorts, comme les Amer Kamer, ils arrivent et ils se mettent à défendre le régime qu'ils ont fui parce que naturellement c'était un régime qui privait ces jeunes-là de toute capacité de rêver un avenir meilleur chez eux. Voilà quelqu'un qui essaye de partir du Cameroun, qui essaye de fuir le Cameroun, qui ne réussit pas parce qu'il n'a pas les moyens même pour fuir, qui doit rentrer parce que les conditions sont encore plus compliquées dans les pays d'Afrique du Nord. Il rentre au Cameroun et il a le toupet de vivre dans une chambre avec femme et enfants et de prétendre que le régime est le plus excellent dans un contexte où pendant qu'on est en train de nous coiffer, il n'y a pas d'électricité. Ce sont ces genres de personnes-là qui nous font nous dire il est absolument vital que nous puissions désenvoûter les Camerounais. Il y a certainement un envoûtement collectif qui a été fait. Il faut dézombifier les Camerounais, comme dit souvent le général Valsero lui-même. Parce que justement, il n'y a qu'un zombie qui peut vivre une vie pareille et vous prétendre que le régime en place est le meilleur qu'on puisse envisager sur notre pays. Je vais terminer en disant que ce n'est pas un hasard si nous avons
ce type de personnes qui pensent comme le jeune en question pense au niveau du Cameroun et qui viennent nous prétendre qu'on devrait soutenir un régime comme celui qui est actuellement à Yaoundé. C'est totalement ubuesque et surprenant que nous puissions penser que l'avenir de notre jeunesse est hors du Cameroun et hors de nos frontières nationales, avec tout ce que nous voyons qui traverse le désert régulièrement, et qu'en même temps, on fasse justement cet effort d'essayer de traverser le désert là pour aller trouver un Eldorado ailleurs, pour aller essayer de penser à un avenir meilleur ailleurs, et qu'on puisse prétendre que ce qui est bien, c'est en fait ce qu'on est en train de fuir. On a fui quelque chose, mais on veut prétendre que c'est cette chose qu'on a fui là qui est la meilleure chose qui soit. On est en exil depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et Marcus Garvey le disait, pour tous ceux qui sont en exil, moi en tout cas personnellement, je me considère comme un exilé économique. Je vis hors du Cameroun, pas par choix, parce que j'y suis contraint pour avoir les conditions matérielles de vivre de manière digne. Je ne parle même pas de vivre de manière bien. Je dis même simplement dans la dignité, de pouvoir se soigner, de pouvoir se nourrir, de pouvoir s'éduquer. Le strict minimum. Sachant que je n'ai pas toutes ces capacités, toutes ces possibilités au pays, j'ai choisi de partir. Or, l'honorable Marcus Garvey, qui est l'un des pionniers du panafricanisme justement, qui pensait la logique du retour de tous les Africains en Afrique, avait un mot qui résonne toujours très profondément au fond de moi, qui dit, une phrase célèbre qui dit, l'avenir du noir hors de l'Afrique s'épelle ruine et désastre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez être le plus grand ingénieur, le plus grand sportif et consort. À partir du moment où vous êtes hors du continent africain, et parfois même quand vous êtes sur le continent africain, votre vie est méprisée. Pourquoi? Parce que le noir est encore au bas de l'échelle humaine aujourd'hui. Une échelle qui a été dessinée par les autres, qui nous ont mis à l'arrière. Nous sommes dans le dernier train, dans le dernier wagon, de la locomotive qui a été fixé par l'Occident dans le monde aujourd'hui. C'est une place qui nous a été imposée. Et nous ne pouvons pas être dans la logique, dans le système qu'ils nous ont imposé et penser que dans ce système-là, nous allons pouvoir trouver notre place au soleil. Il faut en sortir. C'est pourquoi il faut rompre les accords de coopération. C'est pourquoi il faut sortir du franc CFA. C'est pourquoi il faut dessiner notre propre trajectoire de développement avec notre manière à nous de voir, avec notre propre paradigme à nous. C'est d'ailleurs pourquoi le MRC propose que ce soit les autorités traditionnelles qui disent quels sont les besoins de développement qu'il y a dans chacune des régions du Cameroun pour que le développement corresponde aux besoins des populations. Si vous pensez que le développement des populations de Ngelemenduka correspond au développement des populations de Washington, vous vous trompez. Parce que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'avons pas les mêmes attentes. Et n'ayant pas ces mêmes objectifs-là, au final, le développement ne peut pas être identique pour nous. Ce n'est pas forcément d'avoir 150 millions de kilomètres de routes, de tramway. Il faut ces infrastructures-là, on ne dit pas le contraire. Mais il faut que ces infrastructures-là s'accompagnent avec la couverture des réels besoins de développement des populations. C'est en cela aussi que le programme de gouvernance du professeur Amos Kamto est innovant. Il dit on doit s'appuyer sur les besoins qui sont exprimés par les populations elles-mêmes à travers leurs autorités traditionnelles pour pouvoir arriver à un développement qui soit un véritable développement endogène, c'est-à-dire basé d'abord sur nos cultures, sur nos valeurs, sur nos traditions. Et je termine en disant donc que Marcus Garvey, quand il répète l'avenir du noir hors de l'Afrique s'appelle ruine et désastre. Montrez-moi un seul continent dans lequel le noir est respecté. Aux États-Unis, George Floyd, qui n'est pas africain, se fait tuer par la police elle-même. En Chine, on voit les noirs se faire marcher dessus. En Russie et consorts, la négrophobie est très présente. Dans tous les pays européens, c'est pareil. Vous allez en Inde, c'est pareil. Vous allez partout dans le monde, le noir sera toujours relégué et considéré comme un citoyen de seconde zone, comme un tiers d'un humain. Et donc, nous disons, nous devons pouvoir donner la possibilité à l'ensemble des Africains, même pas simplement des Camerounais, de rêver d'un avenir meilleur sur leur propre continent, pour que nous n'ayons plus à aller commander le fait d'être accepté, d'être toléré dans le paradigme des autres. On a eu plein de cas de figure où des jeunes sœurs appellent le SAMU. Le SAMU traîne parce que généralement, à la voix, on sent que c'est un Africain. Donc, on ne déploie peut-être pas les mêmes moyens avec la même rapidité que s'il s'agit de quelqu'un d'autre. On a vu surtout, moi personnellement, j'ai vu dans le contexte justement de l'assassinat de George Floyd, une jeune femme blanche aux États-Unis qui menace un noir américain dans un parc dans lequel elle entre avec un chien alors qu'il est interdit d'y pénétrer avec un chien. Elle le menace d'appeler la police et de dire à la police qu'un noir est en train d'essayer de la violenter. Et elle lui dit que elle est certaine que quand la police arrive, il sait très bien ce qui va se passer et que sa vie sera en danger. Heureusement, le monsieur était en train d'enregistrer. La femme ne savait pas qu'il enregistrait donc l'échange avec elle. C'est cet enregistrement qui sauve le monsieur lorsque la police arrive justement où il dit non, attendez, cette femme vous a appelé justement exprès
pour qu'on puisse me menacer parce que c'est elle qui viole la loi qui interdit qui est l'entrée des chiens ici. J'ai donc m'arrêté là pour dire que aucun noir hors du continent africain ne peut trouver son plein épanouissement. On aura beau avoir tous les biens matériels qu'il faut. On aura beau avoir le système sanitaire dont on peut bénéficier et qu'on sort. Au final, on restera toujours et toujours des citoyens plus ou moins de seconde zone, à savoir des noirs, dans le contexte où les blancs disent nous avons construit quelque chose pour nous, vous ne pouvez en bénéficier que de manière accessoire. Je m'arrête là, je passe donc la parole à Franck. En ce qui concerne donc cette lutte que nous menons, Franck Gekam, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la première phrase donc de la pensée du professeur Maurice Kamto? Oui, Fautine, comme je disais lors de mes premières prises de parole, les premières phrases de Maurice Kamto en disent tout pour notre avancée jusqu'en octobre. Et comme TSK venait de dire, il y a des moments où nous avions douté, mais quand nous voyons les mototaximans qui souffrent abondamment, que dans les lits d'hôpitaux à Yaoundé comme à Douala, leurs jambes sont perchées en haut, attachées, parce qu'il n'y a rien qui les protège. Paul Biya a donné comme travail les mototaximans. Quand nous voyons ces jeunes qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas encore pris l'ampleur, qui n'ont pas encore compris le problème de notre pays, ça nous donne encore beaucoup de courage, beaucoup d'énergie de pouvoir descendre sur le terrain et dire aux Camerounais que non, on n'a pas le droit de se décourager, malgré que ça prend du temps. Mais je vous assure, quand tu travailles même ton propre argent avec acharnement, avec beaucoup de concentration, tu manges avec plaisir. Donc, avec tout ce qui se passe au Cameroun autour de nous, des agressions, des meurtres, des femmes qui accouchent, on les met dans les cartons, c'est ça qui nous donne encore plus de carburant pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que si tout est beau, il y a Mélig là qu'il faut bloquer son micro. Quand tout est beau, on ne se bat pas, on ne peut pas bien se battre. Mais c'est dans la douleur qu'on peut accrocher la lune, comme je venais de dire. On ne peut pas, rien n'est facile. Surtout avec l'État, avec un président qui a déjà 42 ans au pouvoir. Et Maurice Kamto vient toujours, à chaque fois, nous donner le carburant. Je vous assure, le carburant que Maurice Kamto donne, c'est un carburant qui va aller jusqu'en octobre. Et je prie les Camerounais de se concentrer, de lire ça plusieurs fois pour pouvoir comprendre. Parce qu'il faut lire. J'ai lu ça le matin au moins 3 fois. Je vous assure, ça m'a donné encore plus d'engagement, plus de détermination. Ça m'a permis à mettre d'autres stratégies pour pouvoir inscrire d'autres Camerounais sur la liste électorale. Quand bien même Elekam ne parvient pas à publier la liste nationale ou à respecter l'article 80. Mais on ne peut pas lâcher prise. Nous allons dénoncer et on va toujours avancer. Moi, je demande à tous ceux qui sont dans le doute de sortir dans le doute. Parce que le doute, c'est l'arme du diable. Dès que tu as un peu de doute et que tu ne te réveilles pas si tôt, tu vas tomber dans la dépression. Tu peux devenir les Ilimbi Lobé. Tu peux devenir les parfaits ici. Tu peux devenir les journaleux de notre pays. Donc je demande aux Camerounais, même si tu doutes, appelle ton frère, tu dis que, combattant, je doute sur telle place, est-ce que tu peux me donner quelques points forts pour que je puisse comprendre? Ne reste pas dans ta chambre et tu doutes sans poser des questions. Tu peux venir à TikTok, tu peux venir à Facebook, tu poses tes questions. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un quelque part
qui va te donner une solution et qui va te permettre de te relever. Et Maurice Kamto, à chaque lundi, nous donne un peu plus de carburant. Il faut que je t'encourage parce que beaucoup lisent. Et puis quand on entend, quand tu viens entendre en profondeur le lundi soir, ça nous donne encore plus de force. Ça veut dire que toute la semaine, nous allons consommer ça. De lundi jusqu'à dimanche pour attendre notre carburant. Donc je m'arrête là pour que Merci. d'autres personnes puissent parler. Merci Franck et Cam. Donc Kano, dis-nous, est-ce que toi tu as déjà connu le découragement? Est-ce que toi un jour il t'est déjà arrivé de douter et d'avoir envie d'abandonner? Toi dont on connaît l'énergie, est-ce que c'était déjà arrivé à un moment donné de te dire ben la lutte au final, je crois que ce régime qui est la continuité du régime Ahidjo, ils sont trop forts et je vais baisser les bras. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà effleuré l'esprit? Oui, bien sûr qu'il m'est déjà arrivé des découragements, peut-être dans d'autres sens. Mais si c'est le découragement lié à l'engagement que je me suis fait, non, pas du tout. Pas du tout parce que je ne me suis pas engagé par le coup d'une émotion. Ou alors je me suis engagé parce que j'ai vu les autres. Non. Je me suis engagé de la connaissance de ce dont je m'engage et du pourquoi. Donc, c'est vrai que chemin faisant, on prend des coups, mais le découragement, non. Parce que le leader tient la route et le pourquoi je me suis engagé reste de mise. Mais pour les choses quotidiennes de la vie, bien sûr, à un moment donné, on se décourage. À un moment, on a l'impression que ça ne marche pas. À un moment, oui, ça c'est clair. Mais lorsqu'on a un leader de la capacité de Maurice Kamto, c'est-à-dire que vous avez envie de rester. C'est-à-dire que vous perdez même l'envie de vous décourager quand vous savez le pourquoi vous vous êtes engagé. Parce que quand vous savez le pourquoi vous vous êtes engagé, vous avez ce carburant-là qui vous réchauffe à chaque fois, qui vous ramène. Parce que le pourquoi vous êtes engagé reste de mise, en fait. Donc, je vais permettre aux autres de dire, moi je vais m'arrêter là, et je vais écouter et peut-être que je peux réagir. Parfait. Merci Kano. Donc on a Shinda Empire ou Empire. Bonsoir madame. Donc bienvenue sur le panel. Si vous souhaitez réagir par rapport à la première phrase donc de la pensée du professeur Maurice Kamto, c'est le moment. La parole est à vous. Étant la seule dame sur le panel, vous avez tout le temps que vous souhaitez pour vous exprimer. On vous écoute. Donc Shinda Empire. Une fois. Shinda Le Empire deux micro, fois. non, si c'est possible. Ben, elle a son micro qui est fermé. Elle peut l'ouvrir. Je lui ai envoyé l'invitation à ouvrir son micro. Je crois qu'elle n'est pas présente. On va donc continuer le décryptage de la pensée du professeur, simplement. Donc, s'il vous plaît, en bas, continuons à tapoter et à partager. Tapotons et partageons massivement pour protéger les lives. Mes lives ont déjà sauté à quelques reprises, donc s'il vous plaît, tapotons et partageons. Parce que là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit ici, tous ensemble, de décrypter la pensée du professeur Maurice Kamto. Donc, essayons de sécuriser notre live de manière à pouvoir le faire tous ensemble. N'hésitez pas à faire vos demandes et à monter. Si vous avez des opinions à exprimer, si vous avez des questions, même sur le programme de gouvernance du MRC, n'hésitez pas. C'est un live qui peut être plus large aujourd'hui, dans la mesure où le sujet est unique et on n'aura pas énormément d'éléments à analyser dans la pensée du professeur. C'est un sujet unique qui parle donc du fait de ne pas se décourager, de rester focalisé sur les objectifs. On va donc continuer ensemble la lecture, mais partageons s'il vous plaît, tapotons massivement et partageons en bas de manière à éviter que notre live ne saute. Donc, Ménélique qui revient, il était déjà sur le panel. Donc, bonsoir Ménélique, si vous souhaitez prendre la parole,
pour nous dire ce que vous, les premiers mots du professeur Maurice Kamto aujourd'hui vous inspirent. C'est à vous. Ah, il a encore sauté. Non, parfait. On continue donc le décryptage donc de la pensée du professeur Maurice Kamto qui dit par la suite, mais dans la forêt d'obstacles et d'épreuves qui se dressent sur le chemin, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif ultime de la lutte. Et il met l'objectif ultime de la lutte ici en gras, c'est-à-dire en grand, en lettres majuscules, si vous voulez. L'objectif ultime de la lutte n'est pas à perdre de vue. Quel est l'objectif pour lequel nous nous battons? Qu'est-ce qui nous pousse à nous battre? Est-ce que c'est le système de santé? Si oui, est-ce que le système de santé camerounais est déjà meilleur aujourd'hui? Est-ce que pour nous, c'est la gouvernance qui nous a poussé à nous comporter comme des gens qui sont en résistance, qui se battent pour changer les choses dans leur pays? Si oui, est-ce que c'est déjà résolu? Est-ce que les détournements de fonds publics sont déjà résolus? Est-ce que tous les ministres qui ont détourné l'argent du Cameroun sont en prison aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont remboursé l'argent qu'ils ont détourné au Cameroun aujourd'hui? Non. Est-ce que la présidence de la République du Cameroun aujourd'hui a arrêté de commander des champagnes pour 2 milliards de francs CFA? La réponse est non. Est-ce que monsieur Biya, qui est le président par usurpation au Cameroun aujourd'hui, a arrêté d'utiliser 10 milliards de francs CFA pour passer à peu près 40 jours en Suisse? La réponse est non. Si la réponse est non, est-ce que donc nous pouvons nous arrêter là aujourd'hui? Est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce que pour aujourd'hui nous avons l'eau potable pour tous les Camerounais? Si la réponse est non, si l'objectif n'est donc pas atteint, il faut continuer la lutte. Est-ce que aujourd'hui on peut prétendre qu'il y a la justice au Cameroun? Si vous avez un procès contre quelqu'un au Cameroun aujourd'hui, est-ce que si vous allez devant les juges, devant les tribunaux et que vous essayez de porter plainte, est-ce que la justice tranche en faveur de celui qui a raison, ou est-ce que la justice sera en faveur de celui qui a de l'argent, ou en faveur de celui qui est pour le régime, quelqu'un qui travaille pour le régime? Est-ce que la justice dit vraiment le droit au Cameroun ou pas? Si la réponse est non, alors dans ces cas de figure-là, vous devez absolument continuer la lutte parce que l'objectif ultime n'est pas encore atteint. C'est celui justement de faire renaître notre pays. L'affaire Ibrahim Bello nous montre quelle injustice nous vivons au Cameroun. Un jeune arrêté dans des conditions très bizarres à Bafia au Cameroun, il a été séquestré et enfermé, enchaîné pendant de nombreux jours sans possibilité de se mouvoir, à tel point que ses jambes ont été nécrosées, tellement il a été laissé dans une position, dans une situation dans laquelle il n'avait pas la possibilité de se bouger et donc de tendre ses jambes. Dans ce contexte-là, le jeune Ibrahim Bello perd ses 2 jambes et finalement perd même la vie. Pourquoi? Parce que justement, l'arbitraire est la réalité que beaucoup de gens affrontent au Cameroun. Devant les autorités de police judiciaire, devant les policiers, donc d'une manière générale, c'est d'ailleurs pourquoi le MRC propose une réforme de la police, mais aussi une réforme de la justice pour faire en sorte que la justice soit vraiment plus libre, plus autonome. Et les gens qui sont responsables de cette situation, exactement comme un certain nombre de policiers, de gendarmes, bref, de corps armés au Cameroun qui parfois abattent de sang-froid des citoyens camerounais pour régler des comptes personnels et non pas pour rendre justice et non pas dans une procédure de flagrant délit. D'ailleurs que très souvent quand ils sont appelés lorsqu'il y a une situation très compliquée dans une localité, ils ne se déplacent pas, mais parfois pour régler des comptes personnels, ils en viennent à utiliser des armes qui leur sont déléguées pour protéger justement les citoyens camerounais contre les citoyens camerounais. Et malheureusement, très souvent, il ne leur arrive peu ou rien du tout, presque rien ou rien du tout carrément. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la justice est aux ordres. On se souvient que l'un des enfants d'un des pontes du régime à Kribi a finalement assassiné sa copine parce qu'elle souhaitait le quitter. Et très souvent, les peines sont soit très légères, soit il n'y a pas de peine ni de poursuite du tout contre ces personnes-là. Est-ce que toutes ces situations sont finalement résolues? Est-ce que l'objectif final donc est atteint? Est-ce que l'objectif ultime de se libérer de tout ce système-là est atteint? Tant que cet objectif-là n'est pas atteint, nous n'avons donc pas la possibilité de faiblir, nous n'avons pas la possibilité de baisser les bras, nous n'avons pas la possibilité d'abandonner, nous n'avons pas la possibilité de rêver que nous pouvons dire que non, le doute s'est installé et nous doutons tellement que nous préférons nous focaliser sur nos propres vies personnelles. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le Cameroun est un pays, c'est l'une des nations dans lesquelles des hommes se sont levés
et ils ont dit, même armés de bâtons, nous allons nous battre contre les hélicoptères de l'armée coloniale. Nous allons nous battre contre les armes sophistiquées de l'armée coloniale. Nous allons donner jusqu'à notre sang, mais nous allons être libres de l'oppression. Nous allons être libres de la domination. C'est ce qui fait du Cameroun un pays si particulier. Donc nous sommes fiers de dire que nous avons des héros et des devanciers, comme les Ruben Umyobe, comme les Castor Osende Afana, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, comme les Ernest Wandier, comme les Moumier, comme les Abel Kingé, comme les Singap Martin Singap, comme les Gabriel Tabeu, les Raphaël Fotzing. Il y a tellement de noms qui n'ont pas été connus, qui n'ont pas été communiqués, mais qui sont toutes des personnes, qui se sont battues jusqu'à payer le sacrifice ultime pour que nous puissions avoir le peu de liberté que nous avons aujourd'hui. Leur sacrifice si grand nous impose de devoir, avec des sacrifices beaucoup plus petits aujourd'hui, continuer la lutte et ne jamais perdre de vue l'objectif ultime, qui est celui justement de libérer notre nation et de la dictature interne, mais aussi du néocolonialisme qui rôde, afin que les Camerounais puissent bénéficier des immenses richesses, d'abord des richesses humaines, des richesses culturelles que nous avons, mais finalement aussi des richesses naturelles que nous avons pour vivre et mener une vie suffisamment digne sur le territoire camerounais. C'est à cela que le professeur Moïse Kamto nous appelle donc en disant l'objectif ultime, tant qu'il n'est pas atteint, nous ne pouvons pas nous décourager, nous ne pouvons pas céder à la tentation d'abandonner, à l'envie d'abandonner. Et nous disons avec lui qu'il a tout à fait raison, parce que naturellement, d'autres ont payé un sacrifice beaucoup plus grand. Des jeunes, souvenons-nous que la plupart des leaders de l'UPC meurent avant la quarantaine. La plupart ont la trentaine quand ils décèdent. Ils ont parfois des femmes et des enfants. Ils ont donc énormément à perdre en s'engageant ainsi. C'est le cas de Castor Osende Afana, qui, même si on ne lui connaît pas une famille, était quelqu'un qui était voué à un avenir radieux. C'est le premier diplômé camerounais d'un doctorat en économie. Il aurait pu prétendre à un emploi dans les époques en question, dans toutes les institutions, tant au niveau national qu'au niveau international. Il aurait pu travailler partout, à la BEAC, dans toutes les institutions économiques, prétendre être ministre de l'économie et des finances, prétendre à toutes sortes de postes juteux pour vivre sa vie pleinement, en étant totalement satisfait d'un point de vue individualiste et égoïste. Il a choisi, malgré tout l'avenir prometteur qui était devant lui, dans un contexte où la plupart des hauts fonctionnaires du Cameroun n'avaient qu'un diplôme du primaire. Je vais vous rappeler que les premiers dirigeants du Cameroun, comme par exemple Charles-René Okala, qui a d'ailleurs signé en tant que ministre des Affaires étrangères les accords de coopération que nous dénonçons aujourd'hui avec la France. Charles-René Okala a été diplômé du primaire. Il n'avait qu'un diplôme du primaire. Et dans le contexte de Charles-René Okala, qui n'a qu'un diplôme du primaire, vous avez à côté quelqu'un comme Castor Osende Afana, qui est diplômé des universités françaises en économie, d'un doctorat en économie. Le tout premier doctorat en économie d'ailleurs pour le cas du Cameroun et pour beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne d'ailleurs, notamment il n'y avait pas encore de diplômé en économie à l'époque, diplômé universitaire d'économie à l'époque. Donc il aurait pu avoir un avenir splendide, radieux. Mais il décide de choisir de rejoindre l'UPC, le combat de l'UPC sur le terrain, d'aller finalement dans le maquis et de se faire tuer dans le maquis. Et il sera carrément décapité par Amadou Ahidjo qui demande qu'on lui ramène la tête. La tête d'ailleurs est formalisée. La tête de Osende Afana est formalisée pour qu'on puisse la transporter jusqu'à Amadou Ahidjo qui l'a demandé. Voilà ce que le régime colonial installé a fait au Cameroun. Voilà comment ils ont abattu l'un des plus grands leaders de notre indépendance, l'un des plus grands sacrifices. Parce que contrairement à Castor Osende Afana, la plupart de ses camarades de lutte n'avaient pas un degré d'études aussi élevé, à quelques exceptions près. Certains qui étaient peut-être des gens qui avaient fait de hautes études, mais il était l'un des rares à avoir atteint un niveau aussi élevé. Malgré tout cela, il a choisi de mener la lutte pour la libération du Cameroun, une lutte armée. Il a choisi de prendre des armes et de rentrer au maquis, de dire nous allons libérer notre nation. Et cette lutte pour laquelle il s'est sacrifié n'est pas encore terminée. Si lui, il a sacrifié sa vie et son corps a été coupé en deux, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, parce qu'on est menacé de faire un petit peu la prison, d'être fouetté, d'être chicoté, d'abandonner. Même si c'est des sévices que nous dénonçons, que nous condamnons, et pour d'ailleurs lesquels nous disons que chacun répondra. Il faut rappeler aux gens que les sévices de torture sont des crimes qui sont imprescriptibles. C'est-à-dire que à tout moment, on pourra vous poursuivre. Même lorsque vous aurez atteint 90 ans et que le régime changera, on pourra vous poursuivre et vous faire répondre de vos actes. Donc, nous subissons cela.
nous aurons aussi la possibilité de nous faire rendre justice par la justice camerounaise le jour où elle sera libre, et elle le sera, comme le professeur Kamto l'a d'ailleurs dit. Mais en attendant, nous n'avons pas le droit d'abandonner, parce que l'objectif ultime qui était pourchassé et poursuivi par les pères fondateurs de l'UPC n'est pas encore atteint aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous disons donc que le combat continue à devoir être mené, et le professeur continue donc en disant: cet objectif doit être notre boussole, notre étoile polaire dans un ciel de nuit. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Tout le scénario que j'ai décrit ici permettait de comprendre que nous sommes dans le noir au Cameroun. Nous sommes vraiment dans l'obscurité, ça il faut se le dire. Nous avons affaire à un régime qui est l'un des plus barbares qui existe sur Terre actuellement. Nous avons affaire à des vieux kleptocrates qui ne pensent qu'à voler, à s'enrichir personnellement et à enrichir leur famille. Nous n'avons que des gens qui pensent qu'à la jouissance, qui n'ont aucun souci à voir des jeunes mourir, à voir des jeunes prendre le chemin de la mer, de l'exil, à voir des jeunes être dans le désert en train d'appeler à l'aide, à voir nos jeunes sœurs dans les pays arabes être totalement maltraitées, mutilées, sans que ça ne les émeuve. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent sacrifier l'ensemble de la nation camerounaise pour quelques intérêts égoïstes et personnels. Nous sommes dans la nuit parce qu'effectivement, lorsqu'il y a la nuit, il y a des coupures d'électricité intempestives dans toutes les grandes villes de notre nation. Nous sommes dans la nuit parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. Les routes tuent encore au Cameroun aujourd'hui. Les trains tuent. Nous n'avons pas d'endroit où nous avons un répit. Le système de santé lui-même n'est pas suffisamment équipé. On n'a pas suffisamment de plateaux techniques pour pouvoir sauver des vies humaines. Donc la nuit noire est encore pleinement sur nous au Cameroun aujourd'hui. Et nous sommes obligés de constater que cet objectif que nous avons justement de sortir de cette nuit noire-là est la seule boussole qui doit nous guider, qui doit nous motiver tous les jours. Mais surtout, la pensée que d'autres ont fait un sacrifice beaucoup plus grand que nous doit toujours être présent dans notre esprit et nous rappeler que ces sacrifices que nous faisons aujourd'hui sont infimes par rapport à ce qu'ils ont fait comme sacrifice hier. Et sur cette base-là, on ne peut que continuer la lutte. Le professeur Moïse Kamto continue donc en disant: si notre regard y est rivé, et donc rivé sur la boussole qui est l'objectif ultime à atteindre, si notre regard y est rivé, comme notre esprit au feu d'artifice de la victoire, donc c'est la victoire qui est l'objectif ultime, on trouvera la force de poursuivre la lutte, de surmonter les obstacles, et les braises du chemin seront sous nos pieds comme une énergie vitale qui vous propulse vers la victoire finale. Donc c'est exactement tout ce qui a déjà été dit ici. C'est-à-dire que le professeur nous fait comprendre que ces braises que nous traversons, donc les épreuves, les épines, les difficultés, la torture, les sévices, le manque de services publics, la corruption qui gangrène la nation, tout cela, toutes ces épines que nous avons en dessous de nos pieds là, ces charbons que nous avons en dessous de nos pieds, sont en mesure de nous propulser et de nous donner de l'énergie pour mener la bataille, de nous propulser et de nous donner la capacité de comprendre que nous devons surmonter ces obstacles-là, parce que c'est justement parce qu'on a besoin de surmonter ces obstacles que nous continuons la lutte. C'est parce qu'on a besoin de sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui que nous devons absolument continuer la lutte et ne pas abandonner. C'est parce que pour celui qui est au Cameroun aujourd'hui, il est impossible d'avoir un avenir radieux que nous sommes obligés de sortir de cela aujourd'hui. C'est parce que même quand on a tout le confort matériel, lorsqu'on a un bon salaire au Cameroun, on n'a pas les équipements pour se faire soigner sur place, qu'on est obligé de se battre. C'est parce qu'on n'a pas les routes, même si on a les gros 4x4 et consorts, parce que les routes vont encore nous tuer, parce que c'est des pistes qu'on doit continuer la bataille aujourd'hui. C'est parce que justement, nous sommes encore dans la situation dans laquelle les jeunes enseignants camerounais sont dans la grève en permanence, parce qu'ils n'ont pas leur salaire, que nous devons continuer la bataille. C'est parce que nous avons des enfants qui sont encore en train de mourir, parce qu'il n'y a pas de couveuse, que nous devons donc continuer la bataille. C'est l'objectif ultime de la libération, et c'est cela qui doit nous propulser. La victoire finale doit être le seul objectif, et c'est ce seul objectif-là que nous devons poursuivre. Et une fois que nous l'aurons atteint, on sera en mesure de crier tous ensemble un ouf de soulagement. Le professeur continue donc en disant, dans les dernières phrases, pensez au grand soulagement du jour de cette victoire. Pensez-y. Pensez véritablement le jour où nous aurons atteint ça. Après plus de 42 ans du régime Biya, après plus de 60 ans cumulé de régime Biya et du régime Amadou Ahidjo. Au moment où nous serons donc en train d'arriver à cela, imaginez simplement cet instant. Pensez au grand soulagement du jour de cette victoire et au champ des possibilités qui s'ouvriront dès le lendemain. C'est-à-dire une fois que le régime est renversé, imaginez
toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous. Imaginez toutes les capacités qui s'ouvrent à nous. Imaginez tout l'horizon qui s'ouvre immédiatement devant nous. C'est tout qui change immédiatement. C'est un horizon radieux qui s'ouvre devant nous. C'est une possibilité de rêver un Cameroun différent. C'est une possibilité surtout de voir un programme qui est déjà bien établi et non pas une gestion à l'emporte-pièce, sans tête ni queue. Pourquoi? Parce que actuellement, il n'y a pas de boussole, on ne sait pas où on va. Et mon professeur Bernard Raymond Guimdo, de droit administratif à l'université, disait souvent: il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Le régime de M. Biya ne sait pas où il va. Il n'a fixé aucun cap, il n'y a aucune boussole. Et comme il n'a fixé aucun cap et qu'il n'y a aucune boussole, on ne peut donc aller vers aucun endroit qui nous soit favorable parce que tout ce qui nous arrive nous amène toujours dans des scandales. Les scandales Glencore, la CanGate, la Covid-Gate. Ce n'est que comme cela qu'ils sont en train de nous gérer. 40 ministres en prison, ça ne dérange personne. Ils sont toujours là en train de prétendre que c'est eux la seule solution alors qu'ils ont déjà montré par leur incompétence, par la condamnation de leurs compères à eux-mêmes, une quarantaine d'entre eux qui sont en prison aujourd'hui, qui sont les plus médiocres gouvernants qui puissent être, qui sont les plus voraces, les plus grands criminels au col blanc. Les criminels ne sont pas simplement ceux qui vont tuer des gens dans la rue. Il s'agit aussi de ceux qui volent l'argent qui doit permettre de soigner des centaines de millions de Camerounais. Il s'agit de ceux qui utilisent 200 millions de francs CFA pour du carburant alors qu'il n'y a pas de couveuse dans l'hôpital central de Yaoundé, alors qu'il n'y a pas de couveuse à l'hôpital de Logbaba à Douala, alors que ce sont les centres urbains les plus développés du Cameroun, c'est-à-dire les plus grandes villes de notre pays, là où il ne devrait pas manquer ces équipements-là. Quand vous avez des gens qui ne pensent pas au peuple, qui ont un budget qu'ils dilapident de cette manière, vous ne pouvez que vous dire, ben, ces gens ne nous permettent pas d'avoir l'avenir que nous méritons. Et lorsqu'ils partiront, alors s'ouvrira devant nous les chemins d'un destin radieux. Pourquoi? Parce que l'avantage fondamental que nous avons aujourd'hui et que beaucoup de mouvements de lutte dans des pays africains n'ont pas eu, c'est que non seulement il y a la résistance et la révolution qui est en marche, mais surtout, il y a le programme qui doit être mis en application pour développer le pays derrière. C'est cela qui m'a guidé, moi, à m'intéresser à la politique camerounaise. Avant cela, je ne m'intéressais pas à la politique camerounaise. J'en étais éloigné. Je disais, il n'y a personne de crédible. Pourquoi il n'y a personne de crédible? Parce que, naturellement, il n'y avait personne qui proposait exactement comment est-ce qu'il fait pour financer l'économie. Comment est-ce qu'il fait pour faire la réforme de l'éducation? Comment est-ce qu'il fait pour faire la réforme de la santé? Comment est-ce qu'il fait pour faire la réforme du social? Comment est-ce qu'il fait pour la situation des femmes dans notre nation? Ce n'était pas dit. Et comme il n'y avait pas un programme de cette envergure-là, je ne pouvais pas, moi, avoir confiance et être inspiré par qui que ce soit. À partir du moment où un programme et un parti politique a proposé un programme, nous disons non seulement il faut faire la résistance, parce que dès que la résistance réussit à arriver à son objectif final, on a des champs de possibilités qui s'ouvrent devant nous. Mais la plus grande chance de notre nation, c'est d'ailleurs ce que l'ANC n'avait pas fait en Afrique du Sud, c'est ce que les régimes de révolutionnaires n'ont pas pu faire dans beaucoup de pays africains qui ont finalement été éclipsés. C'est la Guinée de Sékou Touré qui fait la révolution contre la France, qui dit non au référendum pour rester dans la communauté française. Il dit non, je veux ma souveraineté, mais il n'a pas encore préparé un programme de gouvernance. Et dans ce contexte-là, comme il n'a pas de programme de gouvernance, le développement économique ne suit pas forcément. Et du coup, le marasme économique entraîne des difficultés si énormes que finalement la grogne et la révolte des populations à l'intérieur font diluer le mouvement de renaissance et de révolution qui était bien lancé et qui était bien juste et bien guidé d'ailleurs. Donc nous avons la chance d'avoir non seulement cette résistance-là qui est en cours actuellement au Cameroun, mais surtout un programme qui sera mis en application une fois que le régime sera parti. C'est parce que ce programme est chiffré, qui a exactement l'origine des fonds. On sait où on va aller chercher l'argent, qui a également comment on va utiliser les dépenses, comment on va combattre la corruption, comment on va s'assurer que les marchés soient bien exécutés. Le professeur Moïse Kamto vous a d'ailleurs dit récemment que pour lui, être chef d'État d'un pays aussi jeune que le Cameroun demande d'être un chef chantier, donc d'être sur le terrain tous les jours. Donc non seulement le programme sera là, mais en plus de cela, il sera suivi par quelqu'un qui sera sur le terrain. Et il a démontré qu'il est sur le terrain parce que c'est le seul des candidats de l'élection présidentielle de 2018 à avoir parcouru les 360 communes d'arrondissement du Cameroun. Aucun autre candidat ne l'a fait. Même ceux qui prétendent être jeunes, même ceux qui prétendent que leur jeunesse c'est un programme politique, ils n'ont pas parcouru la moitié des communes des circonscriptions du Cameroun. Le professeur Moïse Kamto l'a fait. Ça montre donc que c'est quelqu'un qui sera sur le terrain pour veiller à l'application de son programme. Et c'est cela qui nous donne la certitude que le programme
programme en question sera respecté à la lettre. Non seulement il sera appliqué, parce qu'on sait où on va prendre de l'argent, mais surtout, les chantiers ne seront pas des chantiers fantômes. Avec un Paul Biya, par exemple, qui vous dit, on lui construit un stade à côté de chez lui, qui est un complexe avec un centre commercial, avec un hôtel 5 étoiles. Personne ne réalise ce qui a été promis initialement, mais lui-même ne descend jamais sur le terrain à 1 kilomètre de chez lui pour aller vérifier l'avancement des travaux. C'est pourquoi, naturellement, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il dit qu'il combat la corruption et le vol et les détournements, mais comme il ne surveille pas, comme il n'est pas sur le terrain, tous ces gouvernants, tous ces ministres continuent à voler et au contraire, on a l'impression qu'ils volent même encore plus. À chaque fois qu'on dit qu'on va combattre la corruption, à chaque fois qu'on met sur pied l'épervier, l'opération épervier, on met sur pied tout ce qui est le tribunal criminel spécial, justement, ils volent encore plus. Ils volent encore plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a personne pour contrôler. Nous avons donc la chance d'avoir quelqu'un qui l'a compris. Le professeur Moïse Kamto l'a compris et il dit, je vais être un chef chantier, je vais être sur le terrain pour vérifier. À tout moment, je serai là pour voir l'avancée des choses. Et une fois que vous allez me donner la possibilité de gouverner le Cameroun, non seulement vous aurez donc mis de côté ceux qui pillent l'argent du pays, non seulement vous aurez la possibilité que cet argent-là soit utilisé correctement, mais il y aura quelqu'un qui va veiller effectivement à ce que cet argent-là soit utilisé à bon escient. C'est pourquoi moi, je lui fais entièrement confiance et je confirme avec lui que au lendemain, il faut donc penser qu'au lendemain de la victoire, ce sera le soulagement. Ça sera un champ de possibilités infini qui va s'ouvrir devant nous. Cela vaut bien. Je termine donc la lecture en disant les dernières paroles du professeur Maurice Kamto disent cela vaut bien tous les sacrifices, car nous retrouverons en elle, en cette victoire-là, un sens élevé à notre passage sur la terre des hommes. C'est-à-dire, lorsqu'on veut sortir du simple fait de vouloir satisfaire les mêmes besoins que les animaux essayent de satisfaire, manger, se loger, même les oiseaux font des nids pour se loger. Beaucoup d'animaux ont des terriers, des tanières pour se loger. Donc, les animaux cherchent à se loger aussi, à se nourrir, à se reproduire, et ainsi de suite, à assurer leur bien-être matériel et leur confort matériel autant qu'ils peuvent. Nous, si on se limite uniquement à faire cela aussi, en quoi sommes-nous grands et en quoi marquons-nous notre passage sur Terre comme étant un passage qui est au-dessus, qui est élevé, qui est un passage qui est au-dessus de ce que les animaux font? C'est simplement parce que nous menons ces luttes que nous sommes en train de mener aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison qui a poussé les Oumyobé à accepter la mort, malgré le fait qu'ils étaient mis en garde par leurs épouses qui disaient, mais tu vas trop loin, ta vie est en danger, tu sens très bien que l'étau se resserre sur toi. Ils disaient, je n'abandonne pas, parce que nous ne sommes pas des hommes qui vont vivre comme des sous-hommes, nous ne resterons pas pliés, nous acceptons le sacrifice suprême pour libérer cette nation, parce que c'est de l'avenir de l'ensemble du peuple qu'il est question, c'est de l'avenir de millions de Camerounais qu'il est question, et cela vaut bien le sacrifice de quelques-uns, de quelques individus que nous sommes. C'est pourquoi nous sommes convaincus, avec le professeur Maurice Kamto, que ce n'est que dans la compréhension de ce que nous ne pouvons pas abandonner, nous ne pouvons pas laisser le doute perdurer, nous ne pouvons pas laisser le découragement perdurer, mais surtout, la victoire sera belle, mes chers compatriotes, la victoire sera grandiose, elle sera spectaculaire. Ce sera la meilleure victoire qu'un pays africain ait jamais pu obtenir. J'en suis convaincu. Je ne le dis pas pour me flatter parce que je suis du MRC, mais c'est parce que je dis encore une fois, contrairement à beaucoup de pays africains qui n'avaient pas préparé l'après-révolution est déjà préparée. Et pour la personne qui demandait quand est-ce que le programme de gouvernance pour l'élection de 2025 sera disponible, je vous dis simplement, constatez que le professeur Maurice Kamto a une approche encore plus révolutionnaire aujourd'hui. Il est en train de consulter les différents corps sociaux. Il a consulté les artistes. Il a consulté le corps de la santé, les médecins, les soignants et consorts. Il va consulter encore d'autres corps, comme il a consulté les femmes récemment. C'est le résultat de toutes les remarques qui seront remontées par ces corps qui constituent notre nation-là, qui vont donc rentrer pour compléter et étoffer et améliorer le programme de gouvernance qu'il a aujourd'hui. Il faut donc prendre votre mal en patience, parce que plus on va se rapprocher de la date, plus il aura le temps de consulter les différentes couches et strates de la société camerounaise et de compléter ce que lui, il a comme vision avec les aspirations et les besoins de chacun de ces corps-là de la société camerounaise. C'est pourquoi nous sommes convaincus que le programme sera encore plus policé, sera encore plus perfectionné, parce que les artistes auront dit quels sont leurs besoins comme ils l'ont déjà fait. Les corps soignants auront dit quelles sont leurs attentes
comme ils l'ont fait déjà. Les femmes auront dit quelles sont leurs attentes, comme elles l'ont fait récemment le 8 mars. Et chacun des autres corps du Cameroun fera pareil. Et une fois qu'on aura la synthèse de tout cet ensemble-là, on pourra donc produire un programme de gouvernance qui va donc s'adapter non seulement à la vision du MRC, mais également aux besoins et aux attentes des différentes strates de la société camerounaise pour pouvoir bâtir le Cameroun de demain dont nous rêvons tous, le Cameroun de la Renaissance. Je vous invite donc à continuer à vous inscrire massivement sur les listes électorales. Soutenez les inscriptions. Continuez à sensibiliser dans vos familles, auprès de vos proches. Demandez-leur de s'inscrire. Poussez-les à s'intéresser au programme de gouvernance, à penser à aller voter le jour du vote, à savoir qu'ils doivent surveiller le vote le jour en question. En surveillant le vote, ils s'assurent que la machine de fraude du régime va être mise en déroute. Ils ne s'attendent pas à ce que 500 citoyens camerounais leur disent aucune urne ne va bouger, aucun bulletin attribué à l'opposition ne sera comptabilisé pour le régime en place. Il n'y aura pas de doublon, quelqu'un qui va venir voter 150 fois parce que nous serons là pour surveiller, même s'il ne publie pas la liste électorale nationale comme l'exige l'article 80 du code électoral. Même s'il ne la publie pas, ce sera à nous de veiller, de surveiller. Et dans ce contexte, nous sommes certains que la victoire est la nôtre. Et c'est une victoire pour laquelle le professeur Maurice Kamto nous dit, je relis ces dernières paroles, pensez au grand soulagement du jour de cette victoire et au champ de possibilités qui s'ouvriront dès le lendemain. Cela vaut bien tous les sacrifices, car nous retrouverons en elle un sens élevé à notre passage sur la terre des hommes. Je laisse la parole à ceux qui veulent bien l'apprendre. Il y a TSK Freeboy qui était là avant et qui n'a pas pris la parole jusqu'ici. Si vous voulez donc réagir, je vous laisse le faire immédiatement derrière moi. TSK Freeboy. Oui, je pense qu'il y a peu de gens qui veulent réagir. Et moi, je pense que peut-être on devrait... On ne t'entend plus, Kano. On dirait que tu parles loin de ton micro. Non, maintenant c'est mieux? Oui, là c'est mieux, oui. Oui, je disais tantôt qu'apparemment, il y a peu de gens qui veulent réagir sur cette pensée. C'est vrai qu'elle est assez profonde. Et beaucoup de gens, plus de personnes veulent plutôt écouter à ce qui est. Et je pense que toutes les personnes veulent écouter. Et parce que logiquement, vraiment, il n'y a rien à dire. Moi, je pense que cela sonne en soi comme une forme de remémoration. C'est-à-dire, tu dois te remémorer. Cela sonne en chacun de soi comme une forme de remise en question au don. Ça fait que ça ne laisse pas trop d'ombre d'interrogation ou de questions. C'est-à-dire que c'est un examen de conscience de chacun. Et c'est chacun en soi qui se retrouve et veut soit s'ouvrir à l'écoute ou soit se fermer. Parce que moi je vois que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement des questionnements à se faire, sincèrement. Il n'y a pas de questionnement. Il y a juste une remise en question de chacun et la prise de conscience de savoir est-ce que réellement mon combat, ce dont je décidais de le faire, est-ce que je suis sur la même trajectoire ou alors je me détourne. Donc pour moi c'est un peu ça. Bon, à moins que peut-être Eric, Martial ou qui que ce soit veut poser une question, mais moi je pense que c'est beaucoup plus ça. C'est chacun qui s'écoute soi-même parler, c'est chacun qui s'écoute à l'intérieur. Lorsqu'il lit, c'est chacun qui fait le film de lui-même en ce moment, quoi. Avant que Martial ne prenne la parole, Fossi, s'il te plaît, je voulais dire, tu as dit un truc, est-ce qu'on pense au grand soir, au jour, le jour J, le jour de la victoire, qu'on dit oui, il y a changement au pays. J'ai déjà eu à penser ça. J'ai été à Kigali, au Rwanda. J'ai vu, je peux donner son nom, Kamwala Panthère. Il a un grand restaurant là-bas. C'est un ami qui me dit, voilà, c'est un Camerounais. Allons dans son restaurant. Il est à Paris. Je dis que ouais, les Camerounais cherchent l'argent dehors, mais ils ne peuvent pas investir dans leur pays. Que si on peut nous battre, que si les Camerounais peuvent être conscients de l'enjeu
des emplois qui doivent être conçus au Cameroun, des compagnies qui peuvent être ouvrées au Cameroun. Est-ce que les Camerounais se rendent compte qu'il y a les Camerounais de la diaspora qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir investir au pays? J'ai été à Abidjan, à Cocody. J'ai vu un combattant d'Allemagne qui a une entreprise là-bas. Où il dit que au Cameroun, je n'ai pas pu. Il a ramassé toute sa famille du Cameroun, celui qui gère son entreprise à Abidjan. J'ai dit, mon Dieu, il faut que les Camerounais prennent conscience. Il faut que les Camerounais que les Camerounais se concentrent. Dis à sa femme, à sa mère, à sa grand-mère, mamie, quand tu restes comme ça, est-ce que tu as ta carte électorale? Tes enfants sont bloqués à l'extérieur, alors qu'ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir investir au pays, pour augmenter l'économie de notre pays, pour pouvoir nous sortir dans la précarité où nous sommes actuellement. Il faut dire à ton petit frère, arrête au moins aujourd'hui de conduire la moto. Va chercher un point de l'ECAM, tu t'inscris. Les gars de la diaspora, quand ils viendront avec le peu qu'ils ont cherché, des expériences, ils peuvent ouvrir des centres de formation pour vous donner des cours théoriques comme pratiques, pour vous éveiller. Ils sont sortis pour acquérir des connaissances, mais ils sont bloqués à l'extérieur à cause du régime. Lève-toi, va chercher un point de l'ECAM. Parce que c'est bien beau que nous venons dans les réseaux sociaux dire aux Camerounais de s'inscrire. Mais il faut qu'au moins on s'est assuré que nos entourages, notre mère, nos soeurs, nos tantes, nos petits frères, nos amis sont déjà inscrits. Parce que c'est une fondation. C'est une fondation pour nous. Dès que tu as déjà mis la fondation, tu peux maintenant sortir de ton quartier. Tu peux déjà sortir de ton arrondissement. Tu peux déjà sortir de ton département, de ta région, de ton pays. C'est comme ça là que tu peux bâtir quelque chose d'essentiel. Parce que pour construire une maison, il faut une fondation. Paul Biya ne peut pas quitter sans que tu bâtis ta propre fondation de chez toi-même. Comment tu peux dormir avec une femme qui n'a pas une carte d'électeur? Comment tu peux dormir avec un homme que ton mari n'a pas de carte d'électeur? Comment tes frères n'ont pas de carte d'électeur, tu dors? Comment tu peux voir la poussière autour? Regardons, nous tous là, dans nos quartiers, regardons de gauche à droite. Depuis qu'on est né, il y a 40 ans, qu'est-ce qui a changé dans notre pays? Qu'est-ce qui a véritablement changé? À part fermer des entreprises qu'Aïdjo avait fait. Regardez nos routes. Les enfants sont là, dans la précarité totale. Quand nos enfants veulent même étudier, il n'y a pas la lumière. Maman, pardon, tu as encore un peu de batterie là, on torche si l'enfant peut finir ses maths, s'il peut finir son français. Sinon, sa maîtresse va le fouetter demain. Mais on vit où? C'est quoi? Il faut il va falloir qu'on se lève, qu'on sorte dans notre confort. On dort trop. À un moment donné, Paul Biya doit sentir, comme en 2024, comme en 2025, comme il voit comment les Camerounais sont en train de se lever. Raison pour laquelle vous avez vu leur circulaire du RDPC, qui sont en train de douter même déjà la capacité de Paul Biya à se présenter. On n'avait jamais vu ça. C'est parce que les Camerounais sont en train de mettre la pression. Je vous assure, même Eric et Soussé ne peuvent pas dormir. Là où ils sont là, ils ne peuvent pas dormir. Parce que même le lien qu'ils nous ont donné, la pression est là. Continuons seulement à mettre la pression. Et regardons ce que le Maurice Kamto est en train de faire. Lui ne dort pas. Il a plein d'énergie à nous donner. Il a plein de connaissances à nous donner. C'est à nous aussi de nous l'encourager. À Santa Barbara, il peut dormir 10 ans sans qu'on ne coupe la lumière. Parce qu'il peut avoir son groupe électrogène. Ça ne lui dit rien. Mais il a mal que notre pays soit comme ça. Moi, je sors de Zouétélé. La gendarmerie de Zouétélé
n'a pas de toilette. Ils vont déféquer derrière les maisons des gens. Les mamans là ont déjà crié fatiguées. Ils vont aller où? J'arrive, je dis au commandant, je veux me mettre à l'aise. Je dis à d'autres gendarmes qui sont à l'intérieur, je veux me mettre à l'aise. Les gars là, ils disent non, il n'y a pas. Moi, j'entre dans le bureau du commandant. Je dis, mon commandant, moi, je veux me mettre à l'aise. Le commandant dit, mon frère, il n'y a pas. Je croyais qu'il blaguait. Le commandant se lève, il m'amène aux toilettes. C'était bouché depuis près de 15 ans. Depuis près de 15 ans. À Zouetele, là, les enfants chôment. Il n'y a pas d'électricité. Si ça vient à 21h, ça part à 22h. Les salons de coiffure sont fermés. Les poissonneries sont fermées. Parfois, ça pourrit, on porte, on jette. Notre pays ne peut pas mourir devant nous. On doit se lever. On doit aller là où il ne faut pas pour chercher l'énergie là. Moi, par exemple, moi ici sur TikTok, quand quelqu'un n'est pas dans la lutte, quand il n'est pas dans la lutte, je me désabonne que de faire des palabres avec lui. Je me désabonne et je pars ailleurs, là où on peut parler de la construction de notre pays. Mais s'il revient dans la lutte, je m'abonne et puis on continue. Parce que je ne veux pas me disperser. Depuis 2018, depuis devant l'hôtel Hinton, que la police a commencé à empêcher Maurice Kamto à entrer à l'intérieur, j'ai compris que c'était l'homme de la situation jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais failli. J'ai gardé toujours la tête haute jusqu'à aujourd'hui. Malgré tous les secousses. Et les secousses ne peuvent pas finir. Mais je sais que quand Dieu va dire c'est le jour-là, et quand les Camerounais vont se battre, jusqu'à ils vont dire oui, nous avions franchi. Non, on va boire de l'eau bien fraîche et ça va descendre. Merci, Fouti, merci. Merci à toi. Merci infiniment, Franck Ekam, pour ce témoignage qui est assez poignant, surtout que beaucoup d'éléments ont été touchés. Notamment l'aspect des investissements étrangers, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire la capacité d'un pays à attirer des investisseurs, y compris sa propre diaspora. C'est simplement le fait de mettre sur pied un système qui, d'un point de vue d'abord de l'environnement judiciaire, fonctionne correctement. Quand vous avez par exemple un pays dans lequel des gens viennent travailler, ils ont des contrats, que ce soit des entraîneurs de football ou autres, et ne se font pas payer. Parce que naturellement, ils savent qu'ils vont pouvoir bafouer le droit et qu'il soit nécessaire, par exemple pour Fabio Conceição, de recourir aux juridictions internationales, de recourir à la FIFA qui menace de sanctionner le Cameroun pour que ces frais soient payés, pour que ses salaires soient payés, pour que son dû lui soit payé. Vous comprenez pourquoi personne n'a envie de se risquer. Parce que c'est très dangereux de venir se risquer dans un environnement dans lequel on peut venir faire de gros investissements et finir par ne pas avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire finir par ne pas pouvoir rentrer dans son dû, dans ce à quoi on a droit, simplement. C'est le même cas pour les entreprises. Imaginez, vous êtes une entreprise qui vient pour fournir de l'énergie électrique. Vous vous rendez compte que l'État du Cameroun accumule vis-à-vis des sociétés d'État, des sociétés qui fournissent l'énergie électrique, des centaines de milliards de dettes sur plusieurs années sans régler ces factures-là. Est-ce que vous êtes encouragé à venir vous investir dans le pays en question? Certainement pas. Pour la simple raison que l'environnement n'est pas un environnement sécure. Ce qui sécurise l'environnement généralement, c'est le fait qu'il y ait les risques qui soient limités. C'est-à-dire, pour un investisseur, la première des choses qu'il doit considérer lorsqu'il veut faire son investissement, c'est où est-ce que je cours le moins des risques que mon investissement soit perdu. Et quand on regarde la scène du Cameroun aujourd'hui, la gouvernance est catastrophique, la corruption c'est partout. Vous arrivez pour créer une entreprise, à tous les bureaux où vous allez passer, on va vous demander de payer des pots de vin. Or, les pots de vin ne rentrent pas dans le bilan d'une entreprise, vous ne pouvez le mettre nulle part. Donc vous perdez énormément d'argent. Et vous n'êtes même pas sûr d'en gagner. Surtout si vous avez le malheur d'être une entreprise qui vend des services à l'État du Cameroun. Parce que l'État peut
normalement, devrait vous payer à quelques mois d'échéance. Mais l'État peut décider de ne pas vous payer. Ils savent que vous ne pouvez rien contre eux. Tant que vous êtes surtout dans l'ordre juridictionnel interne au Cameroun, vous ne pouvez rien contre eux. Et même dans l'ordre juridictionnel international, vous n'avez pas de grands moyens de contrainte vis-à-vis d'un État. Vu qu'il ne s'agit pas d'une personne physique qu'on peut emprisonner, vous avez très peu de chances de vous faire payer dans le contexte camerounais. C'est tout à fait normal que dans ce contexte-là, des citoyens camerounais qui ont de l'argent à investir parce qu'ils sont à l'étranger, parce qu'ils ont pu faire quelques épargnes, choisissent d'aller dans des environnements là où c'est plus sécure, là où on est certain que l'investissement ici n'est pas à risque, là où on est certain que les policiers ne viendront pas arracher mon bien, là où on est certain que les frères de tel et tel ponte du régime ne viendront pas arracher ma propriété immobilière, qu'on ne viendra pas saisir mon terrain en disant je suis le neveu de tel. Et puis qu'est-ce que tu peux faire? On a eu des cas de figure dans lesquels des proches des pontes du régime sont allés arracher des terres et viennent avec la force, utilisent des armes à feu pour faire peur à la population et dire quiconque tente de s'approcher de ce terrain fera simplement sa dernière prière parce que je vais l'envoyer six pieds sous terre. Dans ce contexte-là, vous qui êtes un entrepreneur, vous êtes à l'étranger, vous avez besoin d'investir. Est-ce que vous avez l'envie d'aller risquer d'acheter un terrain dans ce pays-là pour y mettre votre argent? Parce que vous avez peur que même la propriété foncière qui devrait être protégée peut finalement être bafouée. Et on le voit très régulièrement, les droits sont bafoués et dans un environnement dans lequel et l'économie ne fonctionne pas correctement et les droits ne sont pas préservés parce que lorsque vous aurez un contentieux contre quelqu'un, il vous dira j'ai des relations et puis tu sais qui je suis, voilà les mots qui reviennent très régulièrement. À partir de ce moment-là, l'environnement est trop dangereux pour qu'on puisse y investir. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont des moyens d'investir actuellement, qui ont de l'épargne, qui voudraient investir pour fructifier leur argent, ne sont pas en mesure de rentrer au Cameroun investir actuellement. Pourquoi? Mais parce que le régime est un régime qui complètement aux abois, complètement gangréné par la corruption, par les détournements de fonds et tout ce qu'on veut, ne permet pas d'avoir une sécurité de l'investissement. Et sans sécurité de l'investissement, l'entrepreneur ne peut pas venir investir, les investissements étrangers ne peuvent donc pas arriver, les devises qui peuvent rentrer dans le pays n'arrivent pas, et c'est la jeunesse qui n'a pas les emplois auxquels elle aurait pu prétendre parce que les entrepreneurs préfèrent aller investir ailleurs alors que ça parfois, très souvent, il s'agit d'entrepreneurs camerounais qui sont obligés d'aller investir. J'en ai rencontré moi-même. J'ai été à Abidjan, j'ai rencontré pas mal de personnes qui venaient du Canada pour investir en Côte d'Ivoire, des Camerounais qui partent du Canada pour investir en Côte d'Ivoire. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays africains. On se rend bien compte que le pays, notre pays à nous, notre patrie, la terre de nos pères n'est pas suffisamment attractive. C'est le résultat d'une gestion catastrophique et calamiteuse du régime Biya. C'est pourquoi aussi nous disons que à l'horizon pointe la possibilité d'un avenir meilleur et radieux, pointe la possibilité d'un avenir qui nous donnera donc la possibilité de dire désormais nous avons un leader à la tête de l'État qui va nous garantir les droits, qui va nous garantir la possibilité de pouvoir sécuriser nos investissements, nos paiements lorsque l'État, et d'ailleurs le professeur l'a dit récemment, avec son arrivée au pouvoir, il prévoit de payer, c'est-à-dire que la dette publique de l'État vis-à-vis des entrepreneurs locaux sera payée à 2 mois. C'est-à-dire que si vous avez livré des marchandises à l'État du Cameroun, des fournitures de bureaux, des fournitures scolaires et autres, c'est à 2 mois que vous serez payé et pas plus. Actuellement, il y a des gens qui cumulent des dizaines d'années d'impayés parce que l'État du Cameroun prend, mais malheureusement, il ne paye jamais. Et c'est pourquoi il y a des arriérés énormes. Il est donc absolument indispensable que nous ayons la possibilité d'avoir un gouvernant qui soit un gouvernant de parole, un gouvernant fiable, quelqu'un surtout d'honnête, d'intègre, qui le montre lui-même par la gestion qu'il a faite pendant qu'il était aux affaires. Ministre délégué, il n'a jamais détourné un centime. C'est la raison pour laquelle le régime n'a rien à lui reprocher. Et n'ayant rien à lui reprocher, on ne sait pas l'arrêter, le mettre en prison, comme on l'a fait pour Marafa Hamidou Yahya, comme on l'a fait pour les autres pontes du régime, hein, tous ceux qui ont géré l'argent public, les Atangana Kuna, qui sont finalement sortis alors qu'ils ont détourné des centaines de milliards de francs CFA, alors qu'ils ont été arrêtés en villégiature au niveau du Nigeria avec des
des centaines de millions, non, des milliards de francs CFA. Il était possesseur de milliards lorsqu'il a été arrêté à Tanganakuna. Donc, nous avons la possibilité de dire, une fois qu'on a réinstauré sur la scène camerounaise un leader qui peut inspirer l'intégrité, qui peut redonner à la justice son sens, qui peut relancer le tissu économique, cela va attirer les investisseurs, que ce soit des investisseurs camerounais qui sont dans la diaspora ou des investisseurs internationaux. Et ce ne sera qu'au bénéfice de la jeunesse camerounaise qui aura plus de possibilités de travail, d'entreprise, de ressources, mais aussi de biens à consommer, parce qu'on aura simplement fait ce que le professeur Maurice Kamto nous dit, on aura pu atteindre le grand soir, la journée de la victoire finale, ce jour qui va nous permettre de dire le soulagement est enfin là, un autre horizon s'ouvre devant nous, nous avons la possibilité de rêver un avenir meilleur à partir d'aujourd'hui, nous avons un guide qui est suffisamment intègre pour qu'on soit certain que la corruption s'est terminée, que les vols, les détournements s'est terminé, que l'impunité s'est terminée, et donc que le contexte global de notre pays nous permette désormais de faire face à toutes sortes de possibilités et d'opportunités en disant la tête haute. Nous sommes un pays qui peut tenir à ses engagements. Nous sommes un pays qui est solvable et qui est fiable. Nous sommes un pays où les choses sont gérées avec intégrité, avec justice et droiture. Et dans ce contexte, il est certain que notre nation va décoller. Je vous remercie d'avoir été là ce soir et d'avoir partagé avec nous donc la pensée numéro 58, la pensée du professeur Maurice Kamto, qui nous a parlé aujourd'hui de la nécessité de ne pas céder au doute, de ne pas céder au découragement, de ne pas céder à la tentation d'abandonner, mais de travailler en restant concentré, focalisé sur l'objectif ultime pour l'ensemble de notre nation. Et l'objectif est atteignable, il est à portée de main. Cet objectif-là, nous le voyons. C'est un objectif qui arrive à l'horizon de octobre 2025. Il n'est plus qu'à quelques pas de nous. C'est à nous de continuer à nous mobiliser, à travailler de manière à ce que nous puissions y parvenir. Et nous allons y arriver dans les prochains mois. Et encore une fois, inscription massive sur les listes électorales, partageons partout dans nos familles, autour de nous, sensibilisons à la nécessité de voter le jour du vote, mais surtout de rester sur place pour surveiller le décompte du vote. C'est très important. Ça fait partie de la stratégie en 4 lettres IVSD. Inscription massive, vote le jour du vote, surveillance du dépouillement. Et une fois qu'on l'a fait, qu'on soit prêt à défendre le vote si cela s'avère nécessaire. Et comme cela, nous allons arriver au grand soir où nous allons tous ensemble fêter la libération de notre pays, de la dictature interne, mais surtout de ses supports externes qui sont les supports de la néocolonisation. Dans ce contexte-là, le Cameroun sera radieux. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé ou d'avoir écouté jusqu'à cette heure tardive. Il est 1h du matin. Nous sommes là plus de 130. Ça montre que vous avez de l'intérêt pour cette question-là, pour ces questions en tout cas qui concernent notre nation. Marlise est montée, donc c'est une dame. J'ai accepté sa demande. Marlise, si tu veux bien prendre la parole, on te la laisse quelques minutes avant de passer la parole à chacun pour le dernier tour de table qui va clore ce live. Marlise? Faut-il, s'il te plaît, avant que ma liste n'arrive, je voulais dire aussi aux Camerounais, Donc, il me semble Maurice Kamto est allé en prison pour nous. Je peux avancer? Oui, là on t'écoute, on ne t'entendait plus. Ah, d'accord. Donc, je disais qu'avant le programme, il y a aussi l'homme. C'est pour ça que parfois, il faut joindre l'utile à l'agréable. L'homme est allé en prison pour nous. C'est pas parce qu'il m'en manquait quelque chose. Dans sa vie, il n'en manque rien. C'est juste parce qu'il veut un bien de tous. Il veut voir quelque chose renaître dans notre pays. Donc, il est allé au nord, il a donné de l'eau. Nous avions vu l'affaire de Covid. Il a dépensé près de beaucoup de millions pour pouvoir nous donner des kits, des cache-nez. Donc, c'est quelqu'un qui est d'abord sur le terrain. Donc, il n'a pas que le programme, il est lui-même descendu sur le terrain. Il continue à descendre sur le terrain. Nous avions vu en 2020
2024, il était à Mokolo pour s'inscrire sur la liste électorale. Donc, c'est pas quelqu'un qui reste dans son bureau chez lui à Santa Barbara pour te dire fais ça, fais ça. Non, il montre l'exemple. On peut dire à maman qui ne connaît pas l'IC, mais Maurice Kamto est allé au nord. Il a donné le fourrage. Maurice Kamto a donné les cache-nez. Maurice Kamto a soigné les gens. Maurice Kamto a acheté des appareils médicaux. Donc, il est vraiment crédible. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire. Merci, Voti. Merci encore une fois, donc, Franck Gekam. Kano, à toi la parole si tu as quelques éléments à partager avec nous avant qu'on ne termine ce live. La parole est à toi. Donc, Kano semble ne pas être présent. Kano, est-ce que tu es là? Donc, si tu n'es pas là, bonsoir, cher compatriote Tala. Comment vous allez? Bien, et vous-même? Je n'ai rien à dire, parce que nous tous, on connaît la réalité de ce qui passe au pays, malgré que les gens font semblant d'être aveugles. Nous tous, on connaît ce qui se passe dans notre pays. Et je ne suis pas politicien, je suis ni sympathisant, je suis un citoyen camerounais. Alors, j'ai l'impression que le frère Tala... Là, dans ce pays, on torture les gens qui ne sont pas avec le système. Dès que tu as le système, on se protège dans la marmaille. Et le jour où le système te descend, il te descend en vrai. Tu respectes l'islam, ce n'est pas la blague. Oui. J'aimerais dire à toutes et à tous, vraiment, voici, je suis très content de participer à ton live. Je venais à dormir, mais j'avais dit un seul mot aux gens qui nous regardent là. Restons concentrés, restons éveillés. Vous savez, pour faire mon temps, on a appris beaucoup de choses. Même si on ne vote pas, même s'il ne prend pas les élections, on nous a appris. Le prochain président viendra conclure ce que Mohamed a laissé. Ce qui est clair. Et le bon boulot qu'on a bas, ça ne se perd jamais. Et comme nous savons qui est qui, ne voyez pas les gens se lever et dire qu'on soutient pour bien. Si maintenant nous-mêmes on se lève, on dit qu'on soutient un peu, on écrit la pancarte, que oui, comme eux, on te veut. Le même régime, ben d'empêcher de sécuriser. Mais quand c'est eux, ça dérange pas, hein. Ça dérange pas. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais c'est ce que je pense. Parce que nous sommes tous Camerounais et nous vivons la misère dans ce pays. Et ce qui m'a intéressé, c'est comme toi. Son courage, sa persévérance, il s'impose comme moi je m'impose.
N'oubliez pas, on a me respecter. N'oubliez pas, on a savoir que Tala est passé. Si ne me respecte pas, je ne te respecte pas. Comprends? Toutes les accusations qu'il a fait sur le monde comme tout. Il a vu que, il a compris que ça ne sert à rien. Parce que lui, il peut parler mentalement, psychologiquement et culturellement. Dans la prière, les Camerounais le portent encore. Les Camerounais qui disent comme moi. Parce que mon Camerounais a appris beaucoup sur l'Afrique 80. Je ne connaissais pas ce que c'est l'Afrique 80. C'est ça à que j'ai appris l'Afrique 80 du code électoral. C'est ça à 80. Et de nos jours, dans nos écoles, on n'enseigne plus nos enfants l'histoire de notre pays. Et je crois que ça c'est une erreur fatale. Tu demandes à l'enfant de système, tu connais Ernest Randi, il va te dire Ernest Randi c'est qui? Tu connais Béa Mangabel, tu connais Martin Poussamba, tu connais Oumiober, tu connais Femi Mumbe, il va te dire c'est qui? Alors, on a fait ça à l'école. Et ça, notre futur président a beaucoup de choses à faire pour notre nation. Merci Tala. Effectivement, je confirme avec toi que la situation du pays est catastrophique, qu'elle est très préoccupante. C'est la raison d'ailleurs qui justifie notre engagement et la persévérance qu'il y a. Et d'ailleurs la persévérance à laquelle le professeur Maurice Kamto nous appelle tous. D'ailleurs, mais excuse-moi de te couper parce qu'il y a Marlise qui était déjà là sur le panel avant toi, qui est descendue. Donc elle n'était peut-être pas à côté du téléphone. Marlise, si tu es là, je te laisse C'est ma mère. Oui, tout à fait. On était déjà sur la fin quand tu es monté sur le panel et que tu as pris la parole. Donc Marlise, si tu es là, on te laisse aussi prendre un tour de parole avant qu'on ne puisse terminer le live. Vraiment. Et ce que je suis meurtrie parce que voilà, j'arrive à la fin du live et j'ai perdu, je sens vraiment d'avoir perdu quelque chose. Simplement, moi, mon idée que je peux dire par rapport à la pensée du professeur ce lundi, c'est que comme à l'accoutumée, le professeur nous invite toujours à rester concentré sur l'objectif. Et maintenant, il est conscient, c'est quelqu'un de très humain, et c'est même toujours cette partie de lui que j'ai toujours loué. Il est conscient des difficultés et il ne se met pas en super-homme. Il voit, il connaît les difficultés que les gens traversent à travers ce combat. Il connaît, il aurait pu prendre ce temps et répondre des pics, hein, mais ce message s'adresse réellement à tout le monde. Donc, même à ceux qui sont découragés, reprenez courage. On y est presque. Le but est là, que cette difficulté soit plutôt un moteur pour nous vers l'objectif fixé. Et pensons à des jours meilleurs, essayons de savourer, c'est-à-dire de trouver la force dans le rêve, et voilà, et dans notre ambition pour pouvoir avancer vers notre but ultime. Et voilà, le message est là. Restons concentrés sur la lutte. Ce n'est pas facile. On est des humains. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où on a envie de raccrocher le manteau, mais non, juste à ce moment-là, pensons plutôt à des jours meilleurs et c'est là où on va trouver notre motivation, quoi. Donc c'est même pas juste dans le contexte du Cameroun, mais c'est un message qui s'applique dans notre quotidien même. Des fois quand on doit c'est dans la vie du personnel de tout un chacun, il y a des périodes, des grandes échéances.
Il y a des périodes voilà. Donc, quand on arrive à ça, des fois, on n'a pas le courage d'amorcer de prendre les décisions qui suivent. Donc, ce conseil est valable même pour chacun de nous dans nos vies personnelles et plus que valable dans ce combat et encore beaucoup plus pour les gens qui ont eu envie de raccrocher le menton. Voilà. Donc, là, il nous appelle vers le but ultime et de nous reconcentrer, de nous recentrer sur l'objectif. C'est ça, ce que j'entends, quoi. Merci, merci Marlise pour le partage en tout cas de ton ressenti à toi, de comment tu as perçu le texte du professeur Maurice Kamto de ce jour. Donc je ne sais pas si Kano veut dire un mot de la fin, s'il est là ou pas. En attendant, Franck, on va se saluer. Ah Oui, Kano. je vais juste dire, ça va vraiment être un mot pour la fin parce que, en fait, en ce qui me concerne, pas forcément, c'est que, au fait, c'est la vérité et la justice dans lequel Maurice Kamto me plonge tous les jours qui m'amène à tenir. Parce que, vous savez, lorsqu'on est nourri de la justice et la vérité, on peut avoir la grandeur de faire ce que le professeur Maurice Kamto fait. Et c'est pour ça qu'en moi, chemin faisant, à chaque fois que j'écoute le professeur Maurice Kamto, je réalise que quand tu t'es fixé un objectif, tu as le choix de l'atteindre, bien sûr. Et encore mieux, tu as le choix des moyens que tu utiliseras pour l'atteindre. Et ces moyens, chemin faisant, feront de toi soit un grand homme, soit un petit d'esprit. Je veux dire un petit homme. Parce que c'est vrai que la fin justifie les moyens. Mais les moyens définissent la personne que nous sommes. Et lorsque je coule le professeur Maurice Kamto et je vois les moyens qu'il se donne, cela fait grandir davantage en moi la grande personne qu'il est au fait. Parce que parmi les moyens qu'il utilise, il y a toujours le moyen de la justice et la vérité. Et lorsque j'ai lu cette pensée au mieux, je l'ai écouté lire par toi, je me suis retrouvé face à un choix. Est-ce que je vais me décourager de mon combat parce que pendant le cheminement de mon combat, j'ai fait face à l'injustice ou encore au manque de vérité? Est-ce que je dois m'arrêter? Non. Donc, c'est pour ça que je dis, chaque parole venant de Maurice Kamto est un enseignement. Parce que, probablement, le découragement est la chose qu'on peut vivre, même dans nos vies privées, dans nos vies intimes, ou encore dans les engagements qu'on se fait. Parce que, j'en suis sûr qu'à un moment donné, il y a même beaucoup d'autres combattants, peut-être meilleurs que moi, qui ont fait face à le découragement, probablement soit venant de leurs ou venant des autres. Et il y en a beaucoup qui ont craqué. Il y a beaucoup qui ont abandonné. Tout simplement parce que la conviction de leur combat n'était pas profonde. Et peut-être parce qu'ils avaient manqué des paroles aussi grandes pour les amener à tenir. Mais ce que moi je retiens, c'est qu'en réalité, c'est le choix me revient à moi. Est-ce que je vais abandonner mon combat parce que un découragement est sorti d'ici ou de là? Ça veut dire que je n'avais pas la conviction profonde de pourquoi je m'engageais au fait. Et c'est ça que le professeur Maurice Kamto remet en jour. C'est qu'il remet en chacun de nous la conviction de pourquoi tu t'es engagé. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont claqué du lest à cause de ceux qui les accompagnaient.
Ça veut dire qu'il n'avait pas de conviction. Je prends un exemple simple. Si quelqu'un décide de ne plus être un combattant parce qu'entre Kano et lui, ou elle, ou Kano et ceci, ça ne marche pas, ça veut dire que la personne n'avait pas de conviction. Et je pense que c'est ce que le professeur Maurice Kamto rappelle. Il rappelle à souhait que tu peux ne pas être d'accord avec Jean, mais des convictions de ton combat, continuez à le faire en étant d'accord sur ce qui vous met ensemble. Parce que je réalise là la difficulté que le professeur Maurice Kamto a. C'est qu'il doit faire avec des gens, même dont il n'est pas content, pour pouvoir remettre les os à leur place. C'est-à-dire, parce que s'il devait se décourager ou alors s'il devrait se détourner, c'est qu'aujourd'hui on n'en est plus. Donc moi je pense que son message vient à point nommé. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est une partie, particulièrement à moi qu'il s'adressait. Et je pense que dans sa réflexion profonde, il s'adresse à beaucoup de personnes qui vont se sentir concernées. Comme moi, je me suis senti concerné par ces paroles. Alors, moi je dis, ce n'est pas l'injustice des personnes avec qui je chemine de manière individuelle, parce que ce chemin, certes, de manière idéologique, nous le cheminons, mais de manière individuelle, on peut dire de manière éloignée, qui vont faire en sorte que le découragement, ou encore mieux, le relâchement s'installe. Non. Donc, moi, j'ai l'impression que, sincèrement, il s'adresse à moi. C'est pour ça que j'ai dit, Fossing, au départ, c'est que chaque personne écoute ce message et se remet en question et se remémore de ce message. Et c'est ce que moi je fais, en fait. C'est pour ça que je le disais tantôt. Je le disais, effectivement, moi je le fais. Parce qu'il est venu pour il a comme s'il m'a écouté en me disant, écoute, ne te décourage pas de ça, ne considère pas ça, ne tiens pas compte de ça. Si c'est ça qui devait te décourager, ça veut dire que tu n'es pas là. Tu n'as aucune conviction. Donc, oui, ces paroles sont profondes. Et ça met un carburant de nouveau dans le cœur de chacun, qui peut pas seulement l'écouter, mais le comprendre. Parce que moi, je n'ai pas seulement écouté, j'ai compris. J'ai compris cette profondeur de ce message. Et c'est à chacun de comprendre quelque chose de ce message. Et moi, j'ai compris. J'ai profondément compris. Et ça me donne cette capacité de continuer à me projeter en avant, malgré et bon gré. Certes, avec mes considérations, mes nouvelles considérations, mais avec la même détermination de pourquoi je me suis engagé. Et quand je dis avec les nouvelles considérations, parce que chaque fois qu'on fait chemin faisant, on doit s'analyser. On doit voir, est-ce que c'est nécessaire de faire ci, quel est l'ajustement qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, mais avec la même détermination. Donc moi, je reste accroché avec les nouvelles considérations, mais avec la même détermination d'y aller. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et puis, bon, probablement, je vais prendre congé aussi de vous. Du moins, Merci. on va tous prendre congé parce que tu es fatigué, Ouais, tu vas tout à partir. fait. Mais bon, anyways, Tout à fait. c'est Merci quelque chose de infiniment, très bien. Kano. Merci infiniment. Je crois que il ne pouvait pas y avoir de meilleur mot de la fin. Ça nous montre bien que la capacité du professeur Maurice Kamto est de toucher véritablement les individus dans leur fort intérieur, de susciter le questionnement, la remise en cause parfois aussi, de réorienter, mais surtout de motiver à nouveau, de redonner de la force lorsqu'on n'en a plus. Et je vais donc relire le texte en intégralité du professeur Maurice Kamto pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que ça a pu parler à Kano, comme est-ce que ça a pu me parler à moi, peut-être à d'autres aussi. La pensée donc du professeur Maurice Kamto numéro 58, je lis. Toute lutte qui est longue expose à des moments de doute, de découragement, parfois même à l'envie d'abandonner. Mais dans la forêt d'obstacles et d'épreuves qui se dressent sur le chemin,
Il ne faut jamais perdre de vue l'objectif ultime. Objectif ultime ici est écrit en lettres majuscules. De la lutte. Il ne faut donc jamais perdre de vue l'objectif ultime de la lutte. Cet objectif doit être notre boussole, notre étoile polaire dans un ciel de nuit. Si notre regard y est rivé, comme notre esprit au feu d'artifice de la victoire, on trouvera la force de poursuivre la lutte, de surmonter les obstacles, et les braises du chemin seront sous nos pieds comme une énergie vitale qui vous propulse vers la victoire finale. Pensez au grand soulagement du jour de cette victoire et au champ des possibilités qui s'ouvriront dès le lendemain. Cela vaut bien pour les sacrifices, car nous retrouverons en elles un sens élevé à notre passage sur la terre des hommes. Voilà la pensée du professeur Maurice Kamto numéro 58 que nous avons donc essayé de décrypter ensemble ce soir. Je vous remercie donc encore une fois d'avoir bien voulu partager ces moments avec nous de lecture, d'analyse, de décryptage de la pensée du professeur Maurice Kamto. Je vous annonce dans la foulée que je ferai bientôt, très bientôt probablement pour la semaine prochaine, un live sur une question qui touche beaucoup la scène politique camerounaise actuellement. C'est la question du tribalisme, mais qui est attachée à la question du foncier, avec notamment une idée fortement répandue et largement répandue, selon laquelle certains auraient arraché des terres à d'autres, et on accuse carrément Ernest Ouandié d'avoir été un grand bandit, parce qu'ils ont, semble-t-il, volé des terres. Je traiterai de ce sujet-là, mais pas de manière uniquement militante, plutôt de manière scientifique, disons, parce qu'il y a des travaux, heureusement, c'est le cas de le souligner ici, il y a des travaux assez nombreux qui ont traité de la question, qui ont rétabli la réalité sur ces faits-là durant les années qui ont précédé d'ailleurs les années de lutte active sur le terrain de Ernest Ouandié, pour qu'on comprenne ce qui s'est véritablement passé au Cameroun sur la question du foncier. Est-ce que véritablement certains ont arraché les terres à d'autres ou pas? On aura la possibilité de le voir sur la base d'un travail de recherche qui est assez fastidieux, que je suis en train d'étudier actuellement et que je partagerai donc avec vous d'ici la semaine prochaine, très probablement. Je vous dirai le moment venu, le jour du live en question. En attendant, retrouvons-nous déjà pour le lundi prochain avec la pensée numéro 59. En attendant lundi, on sait déjà qu'elle sera là parce que le professeur n'a jamais menti, il ne s'est jamais défilé, il n'a jamais remis à plus tard, il a toujours tenu parole, il a dit « je ne vous trahirai pas ». Il ne nous a jamais trahis, il nous a promis un texte tous les lundis et tous les lundis, sans manquer depuis 58 semaines, il nous publie ces textes. Nous allons donc décrypter ensemble la pensée numéro 59 lundi prochain, si Dieu prête vie, et nous espérons qu'il le prête parce que les jours de clarté pour la nation camerounaise pointent à l'horizon et nous attendons cet horizon-là en octobre 2025 en rappelant, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales comme le professeur Maurice Kamto le demande, soyons prêts à aller voter le jour du vote. Restons sur place pour surveiller le dépouillement du vote. Ce sera l'aspect stratégique le plus important pour dérouter la machine de la fraude. Et une fois que ce sera fait, apprêtons-nous potentiellement à défendre le vote parce que nous voyons tous que le Conseil constitutionnel tente de continuer à maintenir sa trajectoire qui est celle de refuser de dire le droit pour l'ensemble des citoyens camerounais pour dire en fait la victoire de quelqu'un qui n'a gagné aucune élection depuis que le Cameroun existe. Je vous remercie encore une fois d'avoir partagé donc ces moments en notre compagnie. On se dit à lundi. Et pour la semaine prochaine, un autre live sur la question de la prétendue ou de l'accaparement des terres ou des prétendus accaparements des terres. On aura l'occasion de faire un décryptage assez exhaustif de ces propos-là sur la base uniquement de recherche scientifique et non pas sur la base des opinions des uns et des autres, ni de mon opinion, ni de l'opinion de qui que ce soit. On décryptera simplement ensemble un ouvrage scientifique qui s'est
appesanti sur la société camerounaise, sur différentes composantes de la société camerounaise, mais ouvrage dans lequel on retrouve beaucoup d'éléments qui sont pertinents pour comprendre comment est-ce que les questions de foncier, les questions foncières ont évolué durant la période coloniale et post-coloniale au niveau du Cameroun. Merci encore une fois. On va se séparer comme d'habitude en musique avec l'hymne de la Renaissance. Je vous souhaite une agréable nuit partout là où vous êtes s'il est nuit, ou une agréable soirée pour ceux qui sont en soirée. On se donne donc rendez-vous pour lundi prochain pour le décryptage de la pensée du professeur Maurice Kamto numéro 59. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse notre nation, le Cameroun. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée Marlise, Franck, Peter, bonsoir. Merci d'être resté. Merci d'avoir participé. Bonne soirée. Au revoir. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous sautés vraiment sur le char des dieux. Et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanada. Je vous en prie, Josie, Paola, donc il n'y a pas de quoi remercier. C'est un engagement que nous avons pris et que nous avons essayé de maintenir. Vous faites partie des personnes qui demandent régulièrement ces lives et qui s'assurent qu'il aura bien lieu pour y participer. Nous allons essayer de maintenir le cap pour vous. Donc merci. Excellente soirée à tous. Bonsoir à Georgette et à tous ceux qui nous rejoignent malheureusement sur la fin. Bonne soirée à vous. Je vous laisse avec l'hymne de la Renaissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire le cœur de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De toute série à batterie, de Bakassi à Kérosi, unis par le précieux ruban des noces de Fouba. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Mais tu ne le penses pas, même sans douter, même sans douter. Tu diras que tu m'aimes pas et tu te lasseras. Moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois que j'aimais contre toi? Moi je m'en doutais, moi je m'en doutais, moi je m'en doutais. Tu t'en iras comme... Ah non, je sais ce que je vais chanter. Attendez, je vais chanter... Elle s'appelle comment? Angèle. Bruxelles, je t'aime. J'aime bien cette chanson, Bruxelles, je t'aime. Vous aimez Bruxelles, je t'aime?
Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Vous aimez bien? Balance ton quoi? Vous voulez balance ton quoi? Ok. Ok, balance ton quoi? Est-ce que je me rappelle encore de la chanson? Balance ton quoi? Voilà. Même si tu parles, ok. Je crois que je l'ai. Je vais essayer. Si vous voulez, après, je vais faire Bruxelles. 2018. Ah, hé, ça peut... Ah, pardon, j'avais pas vu que ça avait commencé. Ils parlent tous comme des animaux de toutes les chattes, ça part. Hé! Attendez, je vais reprendre. J'espère que ça commence. Ok, faut que je me concentre. Ils parlent tous comme des animaux de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal.